Aujourd'hui, je réponds à la question de Jonathan. Est-ce que tu peux nous donner une liste de 5 livres qu'il faudrait absolument avoir lus? Je vais me prêter à l'exercice. Il y a aussi Alexandre qui demande, côté band, votre groupe le plus marquant et pourquoi? Et de ce groupe, votre tune favorite? Donc, je vais essayer d'y répondre aussi à cette question. Et il y avait Caroline sur Patreon qui demandait Heu, pourquoi est-ce que c'est plus facile de dénoncer des gens par rapport aux mesures sanitaires de l'époque de la COVID que ce l'était pour, que ce l'est pour les gens qui sont en état d'ébriété? Donc je vais essayer de répondre à cette question-là, dans ce petit podcast encore ce midi. Ouais, donc commençons par les livres parce que ça pourrait, peut-être que ça va prendre un peu de temps pour ça. Heu L'exercice est quand même un peu puis je monte le son dans mes écouteurs parce que je m'entends plus parler. L'exercice peut quand même paraître assez facile, mais c'est plutôt difficile de choisir 5 livres qui feraient, de dire, ben, vous avez évidemment, tu peux pas prendre 5 livres puis dire, ben, vous avez pas besoin de lire autre chose que ça. Si vous lisez ces 5 livres-là, vous allez tout savoir, vous allez être des gens, savants qui n'avaient plus besoin de vous abreuver de rien. Non, évidemment, la connaissance, c'est un processus en continu qui finalement se termine jamais, hein. Ça se termine quand notre vie se termine. Mais, je pense que les 5 livres que j'ai pris donnent accès à 5 dimensions, je dirais peut-être différentes de ce qui peut-être pourrait vous intéresser. Hem Tiens, commençons par ça, parce que, bon, vous connaissez, mon background de philo. J'ai déjà parlé de ce livre-là dans un podcast précédent. Je pense que c'est un livre excessivement important. Heu, Si vous avez quelques livres de philo à lire dans votre lit, là, dans votre vie, dans votre lit aussi, ça peut être dans votre lit. Dans votre vie, celui-là, je vous le suggérerais. C'est le livre de John Stuart Mill, De la liberté. Donc, John Stuart Mill, qui est un philosophe anglo-saxon, a écrit, en fait, on le connaît beaucoup avec Jeremy Bentham pour être le fondateur de ce qu'on appelle l'utilitarisme. Donc, c'est beaucoup pour ça qu'ils sont connus. Par contre, ce livre-là de la liberté est vraiment, vraiment intéressant. Tout le monde qui a à cœur cette valeur-là de la liberté, pour reprendre le titre, heu, et de l'individualisme et de tout ce que vous voulez, ont intérêt à lire ce livre-là. C'est rempli de pépites là-dedans. C'est vraiment ça fonde vraiment ce que nous, on entend par l'importance, de cette valeur cardinale-là qui est la liberté. Tiens, je vous en lis un petit bout, ça va vous donner, l'eau à la bouche. En vérité, quels que soient les hommages qu'on veut bien rendre à la supériorité d'esprit réel ou supposé, la tendance générale dans le monde est de donner à la médiocrité le pouvoir dominant dans l'humanité. Dans l'histoire ancienne, au Moyen Âge et à un moindre degré durant la longue transition entre la féodalité et l'époque actuelle, l'individu se présentait à une puissance en soi, et il avait ou bien de grands talents ou bien une position sociale élevée. Il représentait une puissance considérable. À présent, les individus sont perdus dans la foule. En politique, c'est presque une lapalissade de dire que l'opinion publique dirige maintenant le monde. Le seul pouvoir digne de ce nom est celui des masses et celui des gouvernements en tant qu'ils se font les organes des tendances et les instincts des masses. Cela vaut aussi bien pour les relations morales et sociales de la vie privée que pour les affaires publiques. Ceux dont les opinions passent pour l'opinion publique ne sont pas toujours les mêmes, de la même sorte de public. En Amérique, c'est toute la population blanche. En Angleterre, c'est principalement la classe moyenne, mais toujours ils forment une masse, c'est-à-dire une médiocrité collective. Et nouveauté, plus encore, les gens de la masse ne reçoivent plus maintenant leur opinion des dignitaires de l'Église ou de l'État, de chefs notoires ou de livres. Leurs avis sont formés par des hommes très semblables à eux, s'adressant à eux ou parlant en leur nom, sous l'inspiration du moment à travers les journaux. J'ai pris l'extrait au hasard, je vous le jure, c'est page 114 de l'édition que je vous ai présentée.
Je ne me plains pas du tout de ceci. Je ne prétends pas que quelque chose de mieux soit compatible en règle générale avec le bas niveau présent de l'esprit humain, mais cela n'empêche pas le gouvernement de la médiocrité d'être un gouvernement médiocre. Je vous le suggère absolument. John Stuart Mill de La Liberté. C'est un livre qui a été publié il y a quand même assez longtemps de ça, évidemment, par, comme je le dis, ce philosophe britannique, John Stuart Mill. Il y en existe plusieurs éditions. Si vous pouvez le lire en anglais, c'est toujours mieux de le lire en anglais, évidemment. Moi, j'aime bien cette version-là qui avait été traduite par un professeur d'université que j'avais eu à l'Université Laval. Je pense que c'est je pense que c'est le je pense que c'est vraiment un livre qui est important, d'un point de vue philosophique. Puis, si vous voulez comprendre un peu toute la grande tradition, libérale, en passant par, Adam Smith jusqu'à aujourd'hui, je pense que John Stuart Mill de La Liberté, c'est vraiment un must. Ensuite, j'ai pris, Propaganda, un livre d'Édouard Bernays, qui est le neveu, en fait, de Sigmund Freud, donc l'inventeur de la psychanalyse. Heu, c'est un livre qui explique, en fait, ce que c'est que les relations publiques, hein, le fameux PR. Heu, comment est-ce qu'on, comment s'articule la publicité, comment s'articule la propagande, si on veut. En fait, c'est excessivement puissant, comme livre, ce qui est écrit là-dedans. Heu, je vous en lis un autre extrait. Chapitre 6, la propagande et l'autorité politique. Donner au gouvernant le goût de gouverner, tel est le problème politique majeur posé à la démocratie moderne. Vox populi, vox dei. Le vieil adage a tôt fait de transformer les élus en serviteurs dociles du corps électoral. C'est là, indéniablement, une des causes de cette stérilité politique dénoncée en permanence par certains critiques américains. Ça, ça rejoint un peu le propos du livre précédent. Les sociologues sérieux ne croient plus cependant que la voix du peuple exprime une volonté divine ou une idée remarquable de sagesse et d'élévation. La voix du peuple n'est que l'expression de l'esprit populaire. Lui-même forgé pour le peuple par les leaders en qui il a confiance et par ceux qui savent manipuler l'opinion publique. Héritage de préjugés, de symboles et de clichés, à quoi s'ajoutent quelques formules instillées par les leaders. Heureusement, la propagande offre aux moi j'aime le heureusement là-dedans. La propagande offre aux politiciens habiles et sincères un instrument de choix pour modeler et façonner la volonté du peuple. Disraeli exposait ce dilemme dans des termes très cyniques. Je dois suivre le peuple. Ne suis-je pas son chef? Il aurait aussi bien pu ajouter je dois guider le peuple. Ne suis-je pas son serviteur? C'est extrêmement cynique, hein, comme lecture, mais vous commencez à me connaître. C'est un petit livre, en fait, hein, qui a été publié de mémoire dans les années 20, exactement, en 1928. Ça fait 130 pages, là. Ça se lit en une journée, 2 jours, si vous prenez, le temps là, de vous arrêter. C'est, le sous-titre, c'est «Comment manipuler l'opinion en démocratie». C'est quand même assez à propos. C'est un livre absolument fascinant, il y a justement même d'une certaine manière une application des préceptes de la psychanalyse à, l'analyse de l'opinion publique. C'est un livre très intéressant qui est assez galvaudé, en fait. Beaucoup de gens parlent de ce livre-là, très peu l'ont lu. Hem, je pense aussi que c'est quelque chose qui est assez important d'avoir lu, au moins pour connaître comment pensent les gens qui adhèrent à ce genre de trucs-là. À mon avis, c'est important. Ensuite, j'ai pris un peu dans la même lignée. C'est pas des, je prétends pas avoir une originalité, hein, dans mes choix. J'ai vraiment été avec ce que moi je pensais qui était indispensable d'avoir lu au moins. Je pense que ces livres-là sont importants. Le meilleur des mondes, Aldous Huxley. Donc, il y a plusieurs éditions. Moi, c'est une édition de poche que j'avais pris dans un magasin de livres usagés, là. Donc,
Je pense que c'est vraiment, important d'avoir lu ce livre-là. C'est un roman, d'anticipation, un roman ben, aujourd'hui, on dit d'anticipation parce que on voit un peu, qu'est-ce qui est devenu le monde dans lequel on est, là. Il y a même une scène, en fait, dans le livre qui ressemble étrangement à la scène, puis j'en parlais dans un podcast que j'ai fait entièrement sur ce livre-là, qui ressemble beaucoup à la scène où quand, dans la Matrice, Neo rencontre, l'architecte dans le deuxième film, où on comprend un peu comment est faite comment, quel est l'univers de ce livre. Mais je fais juste vous lire la quatrième de couverture, ça va vous donner pas mal une idée pour ceux qui ne connaissent pas cet excellent roman, qui est, à mon avis d'ailleurs, pas mal meilleur que 1984. Beaucoup de gens parlent de 1984, j'aurais pu le mettre là-dedans. C'est un livre qui est assez pénible à lire, à mon humble avis. Si j'en avais un à suggérer d'Orwell, je suggère toujours La ferme des animaux, qui a un peu le même contenu, en fait, que 1984, mais beaucoup plus facile à lire, beaucoup plus accessible pour tout un chacun. Je pense que c'est, heu, je pense que c'est beaucoup plus facile de lire ça, là. Heu Donc, je lis une petite partie de la quatrième de couverture. Défi réquisitoire, utopie, ce livre mondialement célèbre, chef-d'œuvre de la littérature d'anticipation, a fait d'Aldous Huxley l'un des témoins les plus lucides de notre temps. Aujourd'hui, devait écrire l'auteur près de 20 ans après la parution de son livre, il semble pratiquement impossible que cette horreur s'abatte sur nous dans le délai d'un siècle. Du moins, si nous nous abstenons d'ici là de nous faire sauter en miettes, nous n'avons le choix qu'entre deux solutions, ou bien un certain nombre de totalitarismes nationaux militarisés, ayant comme racine la terreur de la bombe atomique et comme conséquence la destruction de la civilisation, ou si la guerre est limitée, la perpétuation du militarisme, ou bien un seul totalitarisme supranational suscité par le chaos social résultant du progrès technologique. Heu, donc ça touche plusieurs thèmes, hein, qui excitent beaucoup de gens. La notion de gouvernement mondial, si on veut, la guerre aussi, hein, ça nous a rappelé, l'année dernière avec les Russes qui ont envahi, l'Ukraine. Ça nous a rappelé, en fait, que la guerre n'était pas terminée. Beh, l'état militaire, l'état totalitaire, c'est abordé abondamment dans ce roman, d'anticipation d'Aldous Huxley. Je ne peux pas rentrer dans les détails de tous les livres, évidemment, parce que le podcast ferait 2 heures, mais c'est un livre qui est, assez, j'allais dire perturbant, mais effectivement, c'est un livre qui est assez perturbant. Tu sais, 1984, on voit clairement les limites de l'anticipation ou de ce que projetait Orwell. Il y a des trucs évidemment qui ont un peu mal vieilli. Mais ce livre-là, entre autres, même si ma mémoire est bonne, dans celui-là, il y a même on anticipe même le fait que la population soit complètement frostée à des espèces de pilules qui appellent là-dedans le soma, je pense, qui est un genre de pilule du bonheur, en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment. Il y a un genre de place aussi où on cultive. C'est pour ça que je vous dis, il y a un bout de la matrice, d'après moi, qui est inspiré de ça. Il y a une espèce de place qui s'appelle le centre d'incubation où on cultive, si on veut, les humains là-dedans. Euh, donc, c'est vraiment un petit livre à avoir lu, à mon humble avis. Avant-dernier bouquin, un autre roman. Vous voyez, c'est drôle que j'ai pris quand même 2 romans sur 5, alors que je lis très peu de romans. J'aime pas vraiment le style du roman. C'est pas quelque chose qui m'accroche particulièrement. Je sais pas pourquoi. J'ai, j'ai jamais apprécié ce style, là particulièrement, à part certains exemples, dont ceux dont je vous parle aujourd'hui. Le dernier, c'est un classique de la littérature américaine, pas connu tant que ça au Québec, je dois dire. À chaque fois que je parle de ce livre-là, les gens, sont assez peu connaisseurs de ça. C'est John Kennedy Toole, La conjuration des imbéciles. C'est juste un livre génial, un livre vraiment, vraiment génial qui a jamais eu la prétention d'être un roman d'anticipation.
mais qui, pour un livre écrit dans les années 50-60 de mémoire, j'essaie de vous retrouver la date de publication du livre en même temps que je vous parle. Donc, l'auteur décède en 1969. Donc, je pense que ça a été écrit à la fin des années 50 de mémoire. Ça serait l'information est à vérifier. Je ne l'ai pas comme ça à brûle pour point, mais c'est un livre génial. J'ai fait un podcast au complet là-dessus, sur ce livre-là, pour les gens qui ne le connaissent pas. C'est un livre drôle, c'est un livre qui est rempli de clichés et de caricatures, en fait. Clichés, c'est comme la version péjorative de la caricature. Si on veut, la caricature, c'est la version assumée ou en tout cas parodique du cliché. Le, c'est incroyable. En fait, l'histoire met en scène Ignatius, qui est un espèce de Tanguy, en fait, ce qui est déjà drôle qu'à l'époque, il pensait ça, qui est un peu en même, à la fois l'auteur, à la fois un personnage de fiction, euh, qui, euh, qui est en fait un espèce de gros incapable, qui est jamais rien capable. Vraiment un Tanguy comme on l'entend aujourd'hui. Et il y a une amie qui est une espèce de gauchisme et avant l'heure, comme c'est incroyable qu'il décrit. Je vous en lis un extrait parce que c'est trop drôle. Donc, son ami gauchiste dans le livre qui s'appelle Myrna Minkoff, elle donne des conférences. Elle parle sans détour là, c'est le titre de la conférence. Conférence. Myrna Minkoff parle sans détour de la sexualité dans la politique, la liberté érotique comme arme contre les réactionnaires. Donc, on jurerait que ça a été écrit aujourd'hui. À 20 h, mardi le 28. Entrée 1 $ ou une signature au bas de la pétition par laquelle Myrna Minkoff demande agressivement plus d'activités sexuelles et de meilleure qualité pour tous, ainsi qu'un programme d'urgence pour les minorités. Cette pétition sera envoyée à Washington. Signe si tu veux épargner à l'Amérique l'ignorance sexuelle, la chasteté et la peur. Es-tu assez engagé pour participer au mouvement audacieux et de toute première importance? Ô Seigneur, crachota Ignatius à travers sa moustache détrempée. La laissera-t-on s'exprimer en public désormais? Que diable peut bien vouloir signifier le titre de cette conférence imbécile? Ignatius relut l'affiche. Débordant de malveillance, en tout cas, je suis effectivement persuadé qu'elle parlera sans détour et non sans perversité. J'aimerais assez entendre cette péronnelle péronner devant un auditoire, car elle est dépassée par elle-même, cette fois-ci dans ses atteintes au bon goût et à la décence. Suivant des yeux une flèche destinée à la main au bas de l'affiche et surmontée des initiales TSVP. Ignatius découvrit docilement le verso de l'affiche où Myrna avait écrit la lettre suivante. Et là, il y a une longue lettre qui lui est adressée. C'est, c'est juste délicieux, ce livre-là, d'ironie, d'humour. Euh, En fait, tragiquement, l'auteur s'est enlevé la vie parce qu'il n'a jamais été publié. Il a écrit un petit roman avant, dont j'oublie le nom, qui avait pas été publié non plus, qui n'a pas connu beaucoup de succès. Mais celui-là a été publié par sa mère après sa mort. En fait, sa mère a contacté des maisons d'édition, ils ont réussi à le faire publier. Et depuis, c'est devenu, en fait, ça a été traduit dans plusieurs langues. Euh, sur la quatrième de couverture, on dit on ne peut pas lire ce livre, l'un des plus drôles de l'histoire littéraire américaine, sans pleurer intérieurement tous ceux que Toole n'a pas écrit. Donc, à mon avis, c'est un chef-d'œuvre, ce livre-là. Si vous pouvez le lire encore une fois en anglais, c'est encore mieux parce que, évidemment, vous avez le côté direct et sans l'intermédiaire d'une traduction et d'un traducteur, dans le fond, qui adapte les blagues puis les références culturelles aussi. Mais je pense que même en français, c'est un livre qui est tout à fait exceptionnel. Dernier livre que je prendrai aujourd'hui, euh, j'ai hésité avant de prendre ce livre-là. Et il n'y a pas d'ordre de préférence parmi ceux que j'ai pris, mais je pense que malheureusement, on est rendu à l'époque où on doit retourner vers ce genre de trucs-là, qui ont été garochés comme des cochonneries à l'époque où ils ont été publiés, parce qu'on est vraiment dans une phase où on dérape absolument d'un point de vue de l'écologie et de la crise climatique, appelez ça comme vous voulez, là. Quand j'étais petit, c'était réchauffement. Après ça, ils ont parlé de changement. Après ça, là, c'est devenu la crise. Théodore Kaczynski,
La société industrielle et son avenir. C'est un livre que vous devez lire. C'est un manifeste, en fait. Ça fait 110 pages. Ça se lit assez bien malgré que c'est, c'est assez ardu et c'est assez lourd, en fait, dans son sens profond. Theodore Kaczynski est mieux connu sous le nom de Unabomber. Il y a une série Netflix qui a été faite là-dessus. J'ai fait un podcast au complet là-dessus. Hem, C'était un terroriste qui faisait sauter des bombes pour lutter contre la société technologique et le progrès technique et toutes ces choses-là, qui est inspiré aussi par un autre auteur qui s'appelle Jacques Ellul, dont je parlerai peut-être un jour. Ce livre-là, c'est absolument fascinant à lire. Vous voyez, je l'ai ouvert au hasard, j'avais pris des notes, dedans en le lisant et c'est ça montre un peu comment ces préceptes-là, lorsqu'ils sont appliqués un peu, de manière, heu, sans discernement, peuvent amener en fait, à des catastrophes, là. Il dit dedans, écoutez les phrases, là, ça va vous rappeler certains discours que vous entendez. «Nous proposons la nature comme idéal positif. La nature est un contre-idéal parfait à la technologie, et ce, pour plusieurs raisons. Elle est à l'opposé de la technologie. La plupart des gens s'accordent à dire que la nature est belle, et il est vrai qu'elle exerce un immense pouvoir de séduction. Quelle que soit la forme de société qui émergera des ruines du système industriel, il est certain que la plupart des gens y vivront proches de la nature parce que, en l'absence de technologie avancée, c'est la seule façon dont les hommes peuvent vivre. Pour se nourrir, il faudra se faire paysan, berger, pêcheur, chasseur, etc. Plus généralement, l'autonomie locale augmentera peu à peu parce que, faute de technologies avancées et de moyens de communication rapides, il sera plus difficile aux gouvernements et aux grandes organisations de contrôler les communautés locales. L'idéologie révolutionnaire devra par conséquent être élaborée sur deux plans. Elle devra s'adresser aux gens intelligents, réfléchis et portés à la pensée rationnelle. Donc, vous lisez ça, en fait, vous dites, mais c'est un genre de manuel écolo de retour à la Terre. Et c'est exactement ce que c'est. Mais le gars avait complètement pété un gasket, là. Il était devenu complètement cinglé. Et pourtant, Ted Kaczynski, c'est un génie, en fait, là. C'est un gars qui a développé des trucs en mathématiques que je peux même pas vous expliquer, là. Donc, il écrit ce petit manifeste-là dans les années 90. À l'époque, tout le monde le prenait pour un fou. Tout le monde disait c'est un crackpot ce qui est écrit là-dedans. Mais vous relisez ça aujourd'hui, et repensez à tous ces intervenants dans le monde médiatique qui vous parlent de décroissance, de toute la patente, vous allez voir qu'ils ne sont pas très loin, en fait, ils sont très près de ce qui est écrit là-dedans, étrangement. Ce qui m'amène à la question de Caroline dont on voulait parler, dont je voulais mentionner quand même, qui posait: «Comment expliquez-vous le comportement humain suivant? Quand il fut le temps de dénoncer une personne en état d'ébriété avancée, assez pour tuer 4 personnes, seulement un individu s'est senti interpellé, mais le principe de dénonciation fut plus facilement appliqué quand le voisin recevait 4 invités dans sa maison. Faudrait voir c'est quoi les chiffres officiels des dénonciations à la police, durant la pandémie. Je pense qu'au Québec, ça a été très élevé par rapport à d'autres provinces. Est-ce que c'est comme ça parce que les dirigeants ont invité à le faire et qu'une partie de la population moutonnière l'a simplement suivi? Peut-être. Faudrait voir ce qui est arrivé ailleurs. Je pense que dans le cas de l'alcool, il y a un aspect culturel à ça et il y a un aspect aussi, ah ben, s'il n'est pas capable de prendre ses responsabilités, il se tuera, puis c'est tout. Mais là, dans le contexte euh, covidien, où toutes nos actions ont été transformées presque en acte de guerre là, par rapport à cette pandémie-là. Je pense que c'est devenu excessivement difficile de penser en dehors de ces termes-là pour beaucoup de gens. Et certaines personnes pensaient vraiment faire des actions civiques importantes, lutter contre la propagation. Puis il y a vraiment des gens qui pensaient qu'ils étaient en train de sauver la veuve et l'orphelin, là. Je pense que c'est vraiment là qu'on s'est rendu. C'est l'explication que j'aurais sur pourquoi. Tu sais, le
dénoncer, tu sais, appeler la police en disant mon beau-frère vient de partir en boisson avec sa voiture. Euh, D'un, il y a un prix familial à payer. Ça se peut qu'il y ait certaines personnes qui ne vous parlent plus, votre beau-frère, votre sœur, si c'est le mari de votre sœur, etc. Il y a un prix familial et social à payer pour cette action-là. Et c'est pas un comportement qui a été valorisé socialement, même si on parle dans les 2 cas, on parle de dénonciation, c'est pas quelque chose qui a été valorisé socialement. Donc je pense que c'est là la distinction entre les 2, mais je suis d'accord que dans l'absolu, je veux dire, si tu es le genre à snitcher tes voisins, tu devrais être là aussi, appeler la police pour que quelqu'un a pris un verre de trop et est parti avec sa voiture. Normalement, ça devrait aller ensemble, mais malheureusement ou heureusement, ça ne va pas nécessairement de pair. C'est un peu ça pour la question. C'est pour ça que je la prends en fin de podcast parce que j'avais pas excessivement de choses à dire sur cet aspect-là. C'est une réflexion sur le long terme à avoir, en fait. Mais à brûle pour point, c'est ce que je dirais. Dernière question qui avait été posée par Alexandre Brodeur, côté band, donc band de musique, groupe de musique. C'est quoi votre groupe le plus marquant et pourquoi? Et de ce groupe, quelle est votre tune favorite? Écoute, j'ai tellement eu plusieurs phases musicales. Toute mon adolescence a été marquée par, bon, dans un premier temps, tout ce qui était punk rock. Ensuite, je suis tombé dans le heavy metal. Après ça, je suis allé vers le métal progressif. Après ça, j'ai découvert plein d'affaires. Mais je dirais que le musicien ou le groupe le plus marquant dans ma vie, puis c'est drôle parce que hier encore, j'ai regardé une vidéo d'interview sur une chaîne YouTube qui s'appelle Scott Bass Lesson. Parce que quand j'ai commencé à jouer de la bass, bon, là, tu t'intéresses un peu à tu sais, tes groupes, commencent à se modifier, tes intérêts en fonction de quels sont les musiciens qui t'impressionnent ou t'intéressent le plus. Donc, évidemment, dans ma phase métal, j'ai une fixation sur Steve Harris d'Iron Maiden. Ensuite, un petit peu sur le bassiste de Dream Theater. Après ça, j'ai une grosse, grosse période Rush à cause de Geddy Lee. Mais je pense qu'un des bassistes en fait, le bassiste qui m'a le plus marqué et le groupe comme ça qui m'a le plus marqué, donc, c'est Marcus Miller qui a donné une interview à Scott de Scott Bass Lesson, qui est en fait, c'est une encyclopédie. Marcus Miller, il a joué avec tout le monde. Il a joué avec David Sanborn, avec Miles Davis, avec Herbie Hancock, avec Prince, il a joué avec plein de monde. C'est vraiment un artiste incroyable. Son jeu, sa technique, son sens du rythme, tout ça m'a vraiment marqué. Puis c'est peut-être que là, ça surprend des gens, là, le choix que je prends, mais c'est vraiment un artiste qui m'a absolument marqué. Puis quand j'ai commencé à être intéressé par ça, j'en écoutais, j'en écoutais, j'en écoutais. Il a fait plusieurs bons albums en solo. Il a une carrière solo assez prodigieuse. Plusieurs albums, dont un qui s'appelle Renaissance, qui est franchement solidement bon. Et une de mes tunes préférées, je pense, ça reste son cover. Tout le monde parle souvent du cover de Higher Ground de Red Hot Chili Pepper avec Flea, mais à mon avis, la version de Marcus Miller est vraiment supérieure, notamment au niveau du jeu de bass. Puis ça m'a toujours vraiment impressionné. Fait que c'est pas mal ça pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez apprécié mes petits choix de lecture, que je réponde encore à des questions. Puis on se reparle pour un autre podcast dans les prochains jours. Je ne sais pas si demain ça va être Yann ou ça va être moi, mais on va revenir progressivement à la normale. On est encore sur un beat des fêtes. Fait que merci tout le monde d'avoir été là.